Entretien vespéral, heureux de vous recevoir Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur principal de Alerte RDC. La grande question aujourd'hui, c'est la succession de Vital Kamerhe à la Chambre basse du Parlement. Nous voyons des candidats venir de partout. Vous croyez, selon vous, quels sont les candidats, les profils qui conviennent pour succéder à Vital Kamerhe? Bon, parlant de cette Assemblée nationale d'abord, des non-élus, et je ne vois pas comment est-ce que moi je peux faire un choix parmi des personnes qui se trouvent là de manière dont ils le sont. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une institution formelle de notre pays et il se trouve que ils nous ont démontré leurs limites, ils ont démontré à quel point ils représentent que l'ombre d'eux-mêmes dans la mesure où, et figurez-vous qu'il y a dans ce pays, et la loi le veut ainsi, qu'il y ait séparation du pouvoir. Or, aujourd'hui, on se rend compte que depuis que Kamerhe est tombé de la manière dont ça l'a été, et nous avons suivi pas sans ahurissement, et que avant de mettre en place le mécanisme, de déclencher le mécanisme voulu pour le remplacement du président déchu, et il fallait d'abord attendre l'avis du chef de l'exécutif. Et donc ça devient une complication telle que on se demande où on est, où tout est de façade. Et en croire ce que le chef de l'État nous a fait entendre lorsqu'il était en déplacement aux États-Unis, qu'il n'avait rien à voir avec Kamerhe tombé, et que c'est un ami de longue date, politique ou quoi, et que le président en intérim au perchoir de l'Assemblée nationale laisse filtrer publiquement une énormité de ce genre-là. On se demande finalement qui nous dirige dans ce pays. Est-ce que vraiment les personnes qui sont dans nos institutions le méritent-elles réellement en tant que telles? Parce que, qu'on se le dise, à la limite, il fallait préserver le chef de l'État de ce genre de choses. Et bon, le président a dit ce qu'il a dit, et après, qu'est-ce qui se passe? Et on attend que le président donne un mot. Et avant que le président ne donne ce mot, ou en tout cas, il le fait, il faut lire entre les lignes, et quelques temps après, et que le Parlement est resté sans président formel, et c'est quoi? C'est un membre de l'exécutif qui démissionne de manière cavalière, et à la surprise générale, pour se dire être candidat à la tête de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas anodin, dirait-on. Et qui est ce candidat? C'est un membre du parti de Kamerhe. Pas seulement membre du parti de Kamerhe, mais un frère du sang. Comme on le dit chez nous, il n'y a pas de honte à le dire. Un frère de sang de Kamerhe. Et bien là, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'on est là réellement pour créer une cohésion dans ces pays sur le plan politique et sur le plan social? Et pour quel objectif? Parce que là, eh bien, moi je pense que ça risque de secouer. Ça va secouer fortement sur le plan social et sur le plan politique. Donc, si quelqu'un doit être là pour diriger l'Assemblée nationale, ne me posez pas la question de dire qui va l'être, parce que je vois personne. Alors, la coutume de l'autorité morale, ça vous dit absolument rien lorsque le président de la République a ces pouvoirs-là selon les différentes plateformes qui dirigent notre pays. Il faudrait que c'est le président de la République qui doit dénicher la personne qui pourra répondre à ses aspirations. Non. Le président de la République est une institution à part entière et qui n'a pas à s'immiscer dans la gestion d'une autre institution, à savoir le Parlement. Et lorsque celui qui fait l'intérim du chef du Parlement déclare tout haut ce qu'il a déclaré, et c'est une erreur politique très grave. Autorité morale, Et d'abord, c'est quoi cette farce d'autorité morale? C'est quoi cette histoire? Et le président de la République, chez Alignon Sacré, on ne l'appelle pas autorité morale, je crois qu'on l'appelle autorité de référence, tant mieux. Donc il faut se référer à lui, et c'est là où je parlais d'une sorte d'imprudence qui ne devrait pas avoir lieu à un certain niveau de responsabilité, parlant des professeurs d'université, professeur de droit et président
en exercice de l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave comme erreur et on se demande qui nous dirige en fait. Et que le chef de l'État ait un mot à dire en tant que le patron de leur famille politique, qui est une famille non institutionnelle parce qu'elle n'est pas une institution officielle de l'État. Et les débats de fond sur l'union sacrée, et je n'entre pas dans ça, ça risque d'être un peu trop politique. Et restons sur les faits. Et donc, et même si le président avait un mot à dire, ça ne devrait pas ressortir au grand jour. Parce que là, ça restreint un peu la manœuvre du président de la République et ça diminue même le fond démocratique de notre pays. Et on se pose la question. Il suffit que les chefs de l'État tous en justice, il y a du mouvement. Il suffit que le chef de l'État éternue et puis l'Assemblée nationale s'endort. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai qu'il est le président de la République, voilà, avançons. Alors, même si vous ne reconnaissez pas ou bien vous ne soutenez pas la politique de l'autorité morale avec ceux qui disent « je suis dans la vision du chef de l'État », mais nous avons déjà vu trois figures s'est prononcées, parmi lesquelles il y a Christophe Mbosso, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il y a Aimé Boji qui vient d'être au gouvernement, qui venait même de déposer sa démission, et il y a également Mayo Mambeke de l'Union Sacrée. Parmi les candidats qui se sont prononcés, est-ce que vous sentez c'est lui qui peut réellement œuvrer pour l'intérêt national? Écoutez, on doit d'abord arrêter de caporaliser l'espace politique de notre pays. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que lorsque chez nous, à Alerte RDC, on parle de refondation totale de l'État, regardez ces gens-là, tous, il faut les foutre dehors. Vous comprenez? Et d'une manière tout à fait légale, légitime, par des pratiques qu'il faut. C'est là où on dit le peuple congolais doit arriver à se prendre en charge. Et là, j'essaye de veiller la conscience de la jeunesse et qui se laisse instrumentaliser de manière... Regardez, nous, on n'a plus l'âge. Hein? Nous, on est là pour vous donner des idées que les jeunes vont s'en approprier pour qu'ils arrivent à conduire ce pays de manière optimale un jour. Parce que à l'allure où vont les choses, regarde, vous voyez où est-ce qu'on est. Ce pays dans lequel nous vivons. Et si je vous pose la question aujourd'hui, si je pose la question à tous les chefs des institutions de notre pays, à tous les responsables politiques ou administratifs de notre pays, quelle est la dimension de notre pays aujourd'hui? Est-ce que vous nous la donnerez telle que moi je la donnerai? Eh bien, chacun dira de sa manière. Et si on nous dit aujourd'hui, nous faisons le tour de la RDC, ça partira d'où, de quelle ville? Si on vous dit, la RDC a combien de villes? Écoutez, ce sont là les problèmes de fond. Et le problème que Alerte RDC et toutes les organisations de la société civile et qui militent pour la paix en RDC, qui veulent réellement que la guerre cesse dans notre pays. Et là, nous citons des dynamiques comme avec Alerte RDC, nous citons le cadre de concertation nationale de la société civile qui est très engagé dans cette démarche de la recherche de paix. Nous citons Paix et Peace, nous citons le panel des experts, nous citons la campagne de cohésion nationale et unité paix et unité nationale et toutes ces structures de fonds qui se sont engagées. Là, nous avons la Lucha, nous avons Filimbi, nous avons SOS Jeunesse en danger et toutes les structures Bilingue Banakin et autres que nous avons, toutes ces structures qui forment une dynamique de lutte pour la paix dans notre pays et qui se sont mis qui sont descendus sur la rue le 4 octobre dernier pour réclamer la paix, pour demander aux décideurs tant nationaux qu'internationaux qu'on en avait marre de compter les morts, d'enterrer nos morts, de voir le sang couler chez nous. Nous voulions que ceci cesse. C'est là que se pose le problème. C'est-à-dire, au lieu de nous attarder sur des choses qui va diriger l'Assemblée nationale qui ne sert pratiquement à rien, sinon que à proroger un état de siège, à proroger s'il vous plaît, à proroger un état de siège qui ne donne pas des résultats, qui a montré ses limites, et c'est tout ce qu'ils savent faire. Et puis le soir ils ont des milliers de dollars ou des millions de francs congolais, pendant que ceux qui travaillent réellement dans l'administration publique, dans la fonction publique de manière globale, dans l'armée, dans la police et consorts, ils vivent des miettes. Et c'est là que le peuple doit se résoudre à se prendre en charge. Ces gens-là,
il faut les traiter de manière conséquente, c'est-à-dire mettons-nous ensemble, poussons les chefs de l'État, encourageons les chefs de l'État, soutenons les chefs de l'État à pouvoir convoquer finalement le dialogue, et un dialogue inclusif qui va nous ramener la paix dans ce pays. Et pendant ce dialogue-là, le plan de contingence d'alerte RDC est clair. Nous devons passer par des réformes conséquentes de tous les secteurs de la vie de la nation, et tout va être refondé si l'on suit le plan de contingence d'alerte RDC. Je vous assure qu'au lendemain, 3 ans après une gestion concertée du pouvoir, de manière une gestion consensuelle du pouvoir transitionnellement parlant, au bout de 3 années, le Congo redémarrera et partira du bon pied. Et ça, je peux vous le garantir. Mais pourvu que le chef de l'État ait conscience de cela et qu'il s'assume en tant que tel et qu'il ait réellement la volonté de laisser une empreinte indélébile dans ce pays comme la personne qui a déclenché le développement. Alors, dialogue ou bien social du peuple congolais, toutes ces matières sont consécutives à la personne qui sera désignée puisqu'il sera proche du chef de l'État. Est-ce que vous voyez comme les autres qui disent que le candidat qui sera désigné aura une mission spéciale du chef de l'État, mettons entre guillemets notamment le changement de la Constitution? Si nous avions la possibilité de le faire, on pourrait même empêcher cette histoire de se réaliser. Comment? Mais laissez-moi finir d'abord le raisonnement, puisque en réalité, cela ne nous importe rien du tout. C'est là qu'aujourd'hui qu'on mette, Mbosso, vous l'avez cité, ou qui que ce soit, lorsque Vital Kamerhe est passé à la présidence, vous êtes venu nous voir, nous avons donné un point de vue, essayez de relire, de réécouter ce que nous avons dit, et vous vous donnerez à vous-même raison ou tort sur ce que nous avions dit en ces temps-là. Et je n'ai pas le temps à perdre aujourd'hui, le temps en tout cas des auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent, qui méritent considération qu'on se mette là à raconter des histoires. Ce que je dois dire aujourd'hui, par respect de ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est que cette assemblée ne nous apportera rien du tout. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est une seule chose, et il l'a dit peut-être pas si clairement que ça, c'est seulement que le chef de l'État se décide de remettre la pendule à l'heure, de remettre le pays sur le rail. Et pour que ce pays rentre sur les rails, il faut qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que les fils et fils de ce pays se mettent ensemble, discutent à fond de ce qui a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui et qu'on lève des options conséquentes sur le Congo nouveau qui viendra. Ce n'est pas une assemblée nationale ou un Sénat qui n'est que de façade ou qui n'est que de nom, avec tout le respect dû à nos institutions. Mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui suivent ces institutions. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lorsque le temple de la démocratie devient le temple de la corruption, de l'institutionnalisation de la corruption, vous savez comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tous les archives sont là. Et alors, donc, mettons-nous en tête et levons une option qui soit conséquente, et permettez encore la tautologie, et cette option doit être de sortir notre pays de ce carcan dans lequel il se trouve et de lui donner enfin une nouvelle orientation, une nouvelle voie qui sera basée sur le respect des règles, qui sera basée sur la démocratie, et que chacun joue pleinement son rôle. Tu es là pour 2 jours ou 100 jours, tu fais tes 2 jours ou tes 100 jours et tu fais le compte de ce que tu avais comme responsabilité d'État, responsabilité publique, et tu quittes le lieu et l'autre vient remplacer. Et toujours de manière prévue par nos textes de loi. Et là, dès que nous arriverons à ce niveau-là, à ce stade-là, on pourra dire que le Congo va décoller. Alors, comment est-ce que le Congo va décoller lorsqu'il faut, avant de remplacer quelqu'un, il faut prendre 2 mois? Nous sommes en pleine session de septembre. C'est pour ça que nous devons nous révolter contre ça. Trouver celui qui devrait succéder à Vital Kamerhe, il nous faut plus de 3 mois. Vous croyez que c'est comme ça que le pays va? Non, ce n'est pas comme ça, parce qu'on a des personnes qui ne sont pas à des places qu'il faut. Nous devons refonder l'État. C'est ce que j'ai dit. Tout ce que vous voyez là, c'est la théâtralisation de l'espace socio-politique de notre pays. On essaie de vous endormir. Regardez, si Kamerhe, bon,
ça peut être n'importe qui, hein, voilà. Et aujourd'hui, vous voyez n'importe qui sait qu'il n'a jamais été élu, mais qui est là, qui se retrouve quelque part, qui peut se lever même en train de crier, parfois même face à des personnalités connues, qui sont des personnalités politiques. Je ne parle pas de leurs valeurs intrinsèques, mais je parle sur le plan de forme qui sont très populaires dans ces pays, du genre celui que vous venez de citer, Vital Kamerhe et consorts, mais quelqu'un d'autre là qu'on a juste nommé, qui est là-bas par la volonté des individus, et de quelques individus assis dans un salon, et cette personne va se lever pour commencer à crier sur Kamerhe. Et comme qui dirait, nous l'avons dit à plus d'une reprise, et c'est la sagesse de chez nous, africaine de l'Ouest en tout cas, qui dit, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas tous le même prix. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mesurer les choses, et chaque chose doit aller à son juste prix. Or, ici, on est dans un fourre-tout. Tout le monde pense qu'il peut lever le ton pour parler. Tout le monde se croit parce qu'il a une certaine étiquette qui lui a été posée et qui peut lui être arrachée à tout moment. Et non, tout doit être refait. Et pour que le tout ne soit refait, il faut que la population prenne conscience, il faut que la population se révolte contre lui-même par rapport à sa façon de percevoir et de faire les choses aujourd'hui. Dernière question, c'est les sociales. Vous assistez quand même à la baisse du dollar face au franc congolais. Est-ce qu'il y a l'impact de cette baisse des dollars, bien qu'il y a baisse des pains? Vous avez entendu 20% qu'on a enlevé au prix de pain. Mais l'impact dans ce que nous vivons aujourd'hui comme baisse de dollar, vous le sentez en tant que société civile? Oui, bien sûr que je le sens. Tout le monde sent cet impact de la baisse brutale du dollar, c'est-à-dire que la souffrance, la misère de la population a augmenté, a flambé comme jamais avant. Parce que lorsque le litre d'essence coûtait 1,3 ou 4 ou 1,03 ou 4, n'est-ce pas, le litre, et qu'aujourd'hui le même litre coûte environ 1,4. Non, mais s'il vous plaît, il y a eu baisse des prix des carburants. Mais nous disons la même chose, n'est-ce pas? Non, il y a eu baisse du dollar. Et baisse des prix? Non, il n'y a pas eu baisse de prix. Tous les prix chez nous sont référencés en dollars, n'est-ce pas? Et ça devrait faire l'objet d'un débat à part, parce que dans Vespéral, nous ne saurons pas tout faire passer. Donc, c'est-à-dire que, calculer en référence au dollar, ce qui coûtait aujourd'hui, ou hier, pardon, $1, aujourd'hui, ça coûte, et en francs, ça a baissé, mais considérez quelqu'un qui gagnait $100, en dollars, parce qu'il y en a, c'est la monnaie de référence. Chez nous, jusqu'à preuve du contraire, il gagnait $100, qui était l'équivalent de 290 000 francs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la même personne gagne $100, ça n'a pas changé, mais qui est l'équivalent de 200 000 francs. Vous pensez que la vie de cette personne a augmenté ou pas? Pendant ce temps, le pain qui était à 500 coûte 400. Certains lieux. Mais moi, je peux vous dire, et je vous dis, allez chez Kin Marché. Je vous l'ai dit, je cite, allez chez Kin Marché, vous voyez le chocolaté là, pas le croissant, mais l'autre avec du chocolat dedans, qui coûtait, je l'achète régulièrement, qui coûtait 3200 ou 300 environ, aujourd'hui ça coûte 1000 francs de plus, ça coûte 4300. Et j'ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Le dollar a baissé. Comment ça se fait que le prix de ce pain-là, de ces gâteaux-là, a augmenté de 1000 francs? Eh bien, et les gens se mettent à rire, ils ne comprennent même pas ce que je dis. Donc, c'est-à-dire que c'est une question très, très, très importante de la vie de la nation, parce que, oui, le dollar a chuté drastiquement de manière incontrôlée, et à peine, si on ne dirait pas que le pouvoir public, le pouvoir monétaire public a perdu la main, puisque la chose lui glisse apparemment entre les doigts, et il est important qu'il se ressaisisse vite et qu'il prenne des dispositions pour contenir cette baisse brutale du dollar. Nous voulons que le dollar, mais notre problème ce n'est pas le dollar, nous voulons que le coût de la vie du citoyen congolais puisse atteindre un niveau raisonnable. Et pour ce faire, il faut des mesures conséquentes qui vont de manière ordonnée. Ce n'est pas la simple baisse du dollar qui crée la flambée de prix en réalité, contrairement à ce qu'on vous dit, et qui va enchanter le Congolais. Jeff Pambi, je rappelle, vous êtes administrateur principal de Alert RDC. Le temps nous fait défaut, sinon on allait continuer cette émission. Mais merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.